Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire du cycle Construire en terre en commande publique, organisé par Envirobat BDM et les grands ateliers, avec le soutien de nos partenaires respectifs, l'ADEME, le ministère de la Culture et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce cycle est organisé en lien avec le TerraFibre Award, prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et ou en fibre végétale. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM. Envirobat BDM est une association de professionnels de la construction et de l'aménagement durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, je suis Louise Lemoine et je travaille au sein des Grands Ateliers Innovation Architecture, qui est une plateforme pédagogique au sud de Lyon, en Nord-Isère. Et nous sommes cette année les coporteurs du TerraFibre Award et j'ai été coordinatrice de ce beau projet. Donc, le webinaire Construire en terre crue dans la commande publique. Pourquoi la terre? Donc, la terre est un matériau traditionnel en France, utilisé sous différentes formes selon les régions. Pisé, bauge, adobe, BTC, torchis ou encore enduit en terre. Son usage a périclité au cours du XXe siècle, mais grâce au travail de structures reconnues et de professionnels engagés, il connaît désormais un nouvel essor. Il est aussi tout à fait adapté pour répondre aux gros enjeux actuels, économie circulaire, épuisement des ressources et réduction de l'impact environnemental du monde du bâtiment. Donc, l'objectif de ce cycle de webinaire est de montrer qu'il est tout à fait possible de recourir à ce matériau en commande publique. Nous avons donc choisi de présenter des projets de bâtiments publics qui ont recours aux matériaux terre, mais avec différentes typologies, dans différents territoires et avec différentes techniques de mise en œuvre du matériau terre. Pour terminer ce cycle de conférences, de 3 conférences, nous allons découvrir aujourd'hui le projet du pôle culturel de l'ARIA à Cornebarieux en Haute-Garonne. C'est un bâtiment livré en 2017 de 2700 000 m², atteignant le niveau passif, à la fois avec une structure bois et à certains endroits des murs en briques de terre comprimées. Ce projet est finaliste du TerraFibre Award 2021 et donc il fait partie des 39 autres projets de l'exposition TerraFibre Architecture qui est installée au pavillon de l'Arsenal jusqu'à ce week-end. Et du coup, l'exposition commencera son itinérance en France et dans le monde. Donc aujourd'hui, pour nous parler de l'ARIA, du pôle culturel de l'ARIA, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Madec, donc architecte, fondateur de l'atelier Philippe Madec et auteur de nombreux ouvrages et initiateur notamment du manifeste pour une frugalité heureuse et créative avec Dominique Gozin-Muller et Alain Bornarel. Et aussi Étienne Gay, fondateur et président de l'entreprise Brick Technique Concept qui fabrique les BTC, qui a fabriqué les BTC pour ce projet de l'ARIA. Donc, je vous propose que nous commençons la présentation. Philippe, c'est à vous. Bonjour et merci de nous avoir invités pour parler de l'ARIA. Je vais prendre la main et partager l'écran. Et merci à Étienne de s'être dégagé pour être présent aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Encore. En plein écran? Non? Oui? Alors, c'est en train de s'afficher. Est-ce que vous l'avez? Pas encore, c'est un écran noir pour le moment, Philippe. Ah, alors, on va recommencer simplement. On va arrêter le partage et recommencer le partage. Je précise aux participants qu'on a fait les tests juste avant et ça marchait. Et que ça marchait très bien. Et cette fois-ci? De même, c'est toujours encore l'écran noir pour le moment. On va être un peu patient peut-être. Oui, peut-être il faut laisser le temps du partage. Est-ce qu'il ne faut pas valider le partage d'écran? Est-ce que ce n'est pas en 2 étapes? Je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'était démarré. C'était parti? Allez hop. On n'avait pas l'écran, mais en tout cas, c'était enregistré comme un partage qui allait arriver. D'accord. Voyez... on va être patient. Ah, ça voilà. y est. C'est bon pour vous? Oui. Parfait, merci de l'avoir confirmé. Alors, l'ARIA,
l'ARIA est une belle histoire dans celle plus longue de notre atelier, qui ne s'appelle plus Atelier Philippe Madec, mais APM et associés maintenant, parce que j'ai eu la joie de m'associer avec Antoine Petitjean, Catherine Gobillot et Olivier Hélary. Et donc voilà, l'avenir de l'atelier est absolument fondé. L'ARIA est une belle histoire parce que c'est aussi une belle rencontre humaine avec des gens et avec une municipalité, des municipalités successives de Cornubarieux, qui ont été toujours très porteuses, très attentives et très volontaires dans le maintien d'une qualité environnementale de haut niveau, enfin, en tout cas exigeante, on va dire. Alors, on peut toujours commencer par Vitruve quand on parle d'architecture, et en fait, ce passage de Vitruve-là me semble être inépuisable, surtout aujourd'hui. Donc, on est en moins 25 ou entre moins 15 et moins 25 avant Jésus-Christ. Donc, c'est comme quoi il y a des fondamentaux de l'architecture qui restent et qui resteront encore longtemps. Et il écrivait: le premier soin de l'architecte devra être de ne pas employer des choses que l'on ne peut trouver ou préparer à grands frais, car il y a des lieux où on ne trouve en quantité suffisante ni le bon sable de cave, ni de bonnes pierres, ni de l'habit. L'habit, c'est un bois, c'est du pin, ni du sapin, ni du marbre, et où il faudrait, pour avoir toutes ces choses, les faire venir de loin avec beaucoup de peine et de dépenses. On se demande s'il n'avait pas finalement théorisé le circuit court, notre cher Vitruve. Alors, le travail s'inscrit dans ce que Alain Bornarel, Dominique Gozamière, dont j'ai vu passer le nom, là, qui doit être quelque part, à mon avis, avec nous ce matin, et moi-même avons théorisé dans le cadre de la frugalité heureuse et créative, c'est-à-dire dans une nécessité de regarder autrement la relation à la ressource, la relation à l'énergie, la relation à la matière et la relation au territoire. Cornubarieux l'illustre à sa façon. On le fait bien sûr pour les raisons que l'on connaît bien, hein, qui sont toutes liées à l'évolution du climat et à la nécessité pour nous de faire en sorte que l'on se prépare et qu'on fasse en sorte que nos architectures arrêtent de transformer le climat, mais au contraire permettent de... Ah, excusez-moi, je me suis trompé de présentation en fait. J'ai pris une ancienne présentation. Hop. Je suis désolé. Je confirme, hein, Dominique est bien avec nous. Je pense qu'elle pensait passer incognito, mais c'est raté. C'est raté, hein. Et ça, Dominique, tu ne peux pas. Voilà, c'était ça. Voilà, c'est la bonne. Rebonjour Dominique. Donc voilà, le manifeste dont j'ai parlé, la nécessité de se défaire des habitudes du XXe siècle et de retrouver finalement des manières de faire qui sont historiques, qui ont toujours été liées à l'architecture, pas pour faire comme avant, mais pour faire avec des postures architecturales pérennes, définitives et utiles, faire une architecture d'aujourd'hui face à l'évolution notamment du climat et de l'état de la planète. D'une certaine manière, pour nous, il n'y a pas d'autre projet d'avenir que ce sous-titre de facteur 4 du Club de Rome, qui est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Je pense que ce dont on va seulement parler là, c'est de ça, quoi. À la fois le bien-être dans l'ARIA et moins de ressources, puisque le recours à la terre nous permet d'arriver à une réduction de notre impact sur la planète. Alors, où se trouve l'ARIA? On est à Cornubarieux. Alors, Cornubarieux, c'est tout près de Toulouse, c'est dans la banlieue de Toulouse, si on peut dire ça comme ça, pas loin des pistes d'essai d'un avion qui ne vole plus, qui s'appelait le A380. Mais surtout, l'ARIA se trouve dans une situation très intéressante du point de vue urbain entre le centre historique de Cornubarieux que vous avez ici, et vous voyez une ZAC ici qui est portée par à la fois Bruno Fortier enfin voilà, par Bruno Fortier, on va dire, et vous voyez, la ZAC est aussi importante que le centre. Et donc, cet équipement public, hein, puisque l'ARIA est une médiathèque municipale, une salle de concert et une salle de conférence, cet objet fait lien entre la partie ancienne et la partie contemporaine. Quand on est arrivé sur le site, le jour où tous les architectes avaient
ce qu'on appelle la première réunion avec le maître d'ouvrage pour découvrir le site et aussi pour répondre aux questions, on a trouvé ça. À la fois un peu d'eau et puis une ancienne ferme. Et quand je suis rentré dans l'ancienne ferme, je me suis dit, mais tu as tous les matériaux nécessaires pour ton projet, que ce n'était pas la peine d'aller chercher ailleurs. Donc, voilà, la terre crue est là, la terre cuite est ici, le bois est là, et on avait tout. On avait tout parce que tout ça est encore évidemment disponible. Quand on a rendu le projet, donc ça a ressemblé à cela. Vous avez ici la salle de concert avec donc, la structure en bois, la médiathèque à cet endroit-là, et la brique de terre, la terre, on va dire, ici, en léger retrait, protégée par la structure générale, et des éléments de ventilation naturelle, parce que ce qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, dans la conception de ce projet, comme dans la plupart de nos bâtiments communaux, enfin publics, la ventilation est naturelle. Donc voilà, le bâtiment s'inscrit exactement à l'emplacement de la ferme ancienne, avec ici un espace de gestion des eaux qui viennent de la nouvelle partie et l'accès qui mène par là à la partie ancienne de la commune. Donc, on a travaillé ce projet avec Coloco pour le paysage, notamment. Donc, tout ce qui est ici, tout le travail qui a été fait et qui accompagne le bâtiment, c'est Coloco qui l'a porté. Donc, voilà comment le bâtiment apparaît. Il vient s'installer le long de la digue qui a été réalisée donc, par les urbanistes pour venir récupérer tous les eaux de ruissellement de la ZAC. Et donc, voilà, le bâtiment n'a pas beaucoup changé finalement entre le moment du concours et la réalisation. Ce qui a changé, c'est une décision qui a été celle de retenir la BTC, alors qu'ici, ce n'était pas de la BTC qui apparaissait. Mais la BTC est arrivée comme une opportunité, et notamment parce que l'on savait que Étienne Gay produisait de la BTC localement et que c'était important pour nous de pouvoir faire appel à une production locale. Donc voilà, vous avez ici le plan global du bâtiment, la partie basse de la médiathèque, un hall traversant qui renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que ce bâtiment est exactement au cœur de la relation entre la partie ancienne et la partie nouvelle de la ville et que donc on a fait un hall auquel on accède aisément, directement côté bourg et directement côté ZAC. Et donc, vous avez ici toute la partie salle de spectacle. Et ce qui apparaît en couleur bistre, que vous avez ici, c'est là où la BTC est utilisée. Et donc, vous avez ici la BTC donc, qui est utilisée de manière structurelle. Donc, ici, c'est un mur porteur d'un plancher accessible au public dans ce bâtiment public, donc, qui a fait l'objet d'un index, mais Étienne reviendra aussi et nous reviendrons aussi sur ça. Et ici, vous avez la BTC qui est en parement extérieur. La maçonnerie intérieure, c'est de la brique de terre cuite traditionnelle. Mais donc ici, on retrouve la BTC, vous le verrez tout à l'heure, pour les raisons très utile d'utilisation de la BTC dans une salle de spectacle. Maintenant, j'ai réussi à mettre les sons. Tu me dis si tu veux si tu veux écouter. Il y a quelqu'un qui a envie de me dire quelque chose? Je pense qu'il y a une erreur d'activation de micro. Voilà. Donc voilà comment le bâtiment apparaît. La salle de spectacle est ici. Le fond de la salle de spectacle s'ouvre de telle manière qu'il y ait de la lumière du jour. La ventilation naturelle, la lumière du jour est omniprésente. Et il y a aussi la possibilité donc de faire des concerts qui s'adressent à l'extérieur, ce qui est le cas quand on a affaire à la fête de la musique. Donc voilà les élévations où vous voyez les parties qui sont en BTC, donc les bardées en BTC, que vous retrouvez ici. Voilà. Le reste étant essentiellement une structure bois et des parements bois. Et vous avez les volumes de toiture ici qui servent à la fois à fabriquer une qualité d'espace intérieur, à amener de la lumière naturelle dans la médiathèque et à faire en sorte que le tirage thermique s'opère aisément pour la ventilation naturelle dont les cheminées sont en toiture.
Alors, ce bâtiment est décollé du sol. Je vais vous le dire très rapidement, ça n'a pas beaucoup… Enfin, si, ça a à voir avec notre histoire, mais en fait, quand on a fait ce travail-là, on a obtenu le permis de construire, évidemment, autrement on n'aurait pas réussi à le faire, mais quelques temps plus tard, l'État est venu et a demandé de détruire le bâtiment qui était en cours de construction parce que c'était un site inondable et que c'était inacceptable qu'on construise sur un site inondable. On savait qu'il y avait des enjeux d'inondabilité, donc c'est aussi pour ça qu'on avait travaillé sur une plateforme haute, 60 cm au-dessus des plus hautes eaux, donc d'une certaine manière, ça devenait, s'il y avait inondation, une sorte d'île de refuge. Et l'État nous a attaqué 3 fois. C'est pour ça que je vous dis que le maître d'ouvrage est important dans cette histoire. 3 fois, le maître d'ouvrage a refusé et 3 fois, le maître d'ouvrage a gagné le procès. Et ce bâtiment qui était quasiment terminé en structure n'a pas été détruit, puisque vous imaginez bien que ça n'aurait même pas été de la déconstruction, mais de la destruction. Et figurez-vous que quand on a livré ce bâtiment, les études pour le PPRI de la vallée de l'Aussonnel, où nous sommes installés, ces études avaient été reprises et conclues sur le fait que ce site n'était pas inondable. Vous voyez à quel point il est important d'avoir des maîtres d'ouvrage têtus et qui comprennent bien la réalité de leur site pour que ça fonctionne. En tout cas, voilà, ce bâtiment qui utilise ici de la brique de terre cuite pour juste le bâtiment, le petit volume d'entrée, là où on prend ses billets, le bois et la BTC existent bien. Et ce bâtiment raconte finalement une histoire qui est celle de la relation entre l'eau, la terre, le bois qui s'élève de la terre et l'air qui est finalement ce vers quoi nous tendons. Et la lumière, c'est cette très belle image de Pierre-Yves Bruno le montre bien. Vous retrouvez ici donc la BTC qui apparaît dans la galerie que l'on va voir tout à l'heure. Donc voilà une autre image qui l'évoque. Ça, c'est la partie entièrement en or. Vous avez une cheminée ici qui correspond au fait que ce bâtiment est chauffé au bois. Donc voilà la façade sud où la BTC apparaît ici et aussi à cet endroit-là, le fond de scène qui s'ouvre et les cintres, comme on dit, perchés au-dessus, la structure bois, la BTC, la brique de terre, le bloc de terre comprimé. Les tests qui ont été faits sur les différents éléments de bois, sur les planchers, sur les tests de façade. Voilà, difficile de ne parler que de la terre à Cornebarieux, donc vous ne m'en voulez pas de vous montrer le beau travail qui a été fait aussi par les charpentiers. Et donc les espaces intérieurs ressemblent à ceci. Vous voyez les volumes en double hauteur qui sont à l'intérieur et qui permettent de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas sous une dalle, mais vraiment sous une toiture et que la lumière du jour émerge. Et donc voilà, quand on est et là on est en phase de construction, quand on est dans la galerie qui fait lien entre la ZAC des Monges et ce bâtiment, on voit donc la BTC qui apparaît ici, la structure bois et la protection avec 3 rangs de briques de terre cuite en partie inférieure. Alors, si on devait me dire pourquoi la terre, vous avez compris, c'était parce que la terre était là, mais c'est aussi parce qu'il y a une forte histoire et une belle histoire entre les hommes et la terre. Et alors, ce n'est pas France Ponge, c'est Francis Ponge. Ah, pourquoi je ne lui ai pas mis son vrai nom à Francis? Ce grand poète français dit cette chose que je trouve magnifique. Ce qui est tout à fait spontané chez l'homme touchant la terre, c'est un affect immédiat de familiarité, de sympathie, voire de vénération quasi filiale, parce qu'elle est la matière par excellence. Et je pense qu'on le sait quand on la touche, quand elle a été mise en œuvre. On retrouve ce sentiment absolument émouvant de relation à la matière par excellence. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où on a fait les études, on savait que la terre crue nous accompagnerait. On n'avait pas complètement fait le choix de la BTC, mais la présence de Briques Techniques Concept et de ce qui était en train de se développer et qui se développe encore magnifiquement grâce à Étienne Gay, nous a donné la certitude qu'il fallait travailler avec la BTC. Donc, je te donne la main, Étienne, si tu veux. Tu me dis quand tu souhaites que je fasse avancer les diapos. Très bien, déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup Philippe, merci Envirobot et les grands ateliers pour cette opportunité de co-présenter ce très beau travail. Donc, Briques Techniques Concept a participé à ce projet à un moment donné où l'activité était très petite chez nous et c'est vrai que ça a été une opportunité de démontrer une capacité de production, on va dire, semi-industrielle et également de faire un premier démonstrateur emblématique
Donc, c'est vrai que cette opportunité nous a permis de démontrer à la fois les particularités de la terre crue. En gros, c'est un matériau très faiblement énergivore de par sa composition, sa production, un cycle de vie qui peut être extrêmement long et une phase de déconstruction, de réemploi, voire de recyclage du matériau qui en font un matériau extrêmement vertueux. C'est aujourd'hui un matériau qui participe au bas carbone. On peut afficher une réduction par rapport à ces techniques conventionnelles de pas loin de 60%, et il y a encore matière à optimiser. Donc c'est un matériau qui prend on va dire, tout son sens dans le bâtiment actuel, et ça a été le choix effectivement sur l'ARIA. Merci Philippe. Donc la terre crue aujourd'hui a une combinaison qui lui permet on va dire, de par son poids, d'avoir une inertie telle qu'elle amène du confort. Elle va être capable de gommer d'une certaine manière les extrêmes de température, et également de par sa régulation hygrométrique va être capable de rendre plus acceptable des températures potentiellement plus faibles dans un bâtiment et plus élevées. Le corps humain est fait d'eau, et cette capacité à stocker l'eau fait écho à notre fonctionnement interne. Aujourd'hui, le matériau, il est souvent utilisé pour son potentiel architectural. Ça a été le cas sur l'ARIA, et c'est vrai que ce bel auditorium porteur en interne démontre à la fois, on va dire, un matériau assez hétérogène en termes de rendu, avec ses qualités acoustiques également qui ont été utilisées dans cette application. Aujourd'hui, la terre crue se développe. Je le disais, l'ARIA était pour nous, on va dire, une porte d'entrée exceptionnelle pour développer l'activité et la montrer, parce que le secteur du bâtiment est un secteur à inertie. Il faut convaincre, il faut démontrer. Et on vient d'obtenir notre ATEX de cas. Il a été publié en début de semaine, qui nous permet de faire du porteur. Donc ça a été compliqué à l'époque. Sur ce projet, il a fallu démontrer techniquement et faire des essais, mais on y reviendra et Philippe le présentera après. Mais c'est vrai que ça a été un long chemin, et aujourd'hui, on va dire, l'activité se développe de manière importante, avec plusieurs réalisations et encore plus qui arrivent là dans les 18 prochains mois, avec pas loin d'une vingtaine de projets emblématiques et des volumes augmentants. Technique Concept, c'est aussi, on va dire, une capacité de production mobile. On a augmenté, on va dire, notre scope en pouvant se déplacer, et là, on a pas loin de 4 chantiers à faire localement, notamment un projet emblématique qui est le collège de Bétoncourt à côté de Montbéliard dans le Doubs. Notre activité s'est aussi étoffée avec des formats qui sont arrivés à la fois par des demandes particulières, comme l'ARIA, le 36,5, 17,5, 10 qui a été utilisé, a été une demande auquel on a su répondre favorablement. Et là, plus récemment, on vient de sortir notre premier bloc. Donc, le matériau que vous voyez en bas à droite, il fait 30 cm de large, il fait 40 cm de haut pour 1,20 m de long. Donc, de la préfa qui va permettre de produire, on va dire, plus vite et de changer un petit peu les conditions de pose. Donc, chaque matériau a sa place dans les projets. Tout est question des fois d'ambition architecturale, de remplissage du porteur. Voilà. Donc, on essaie d'augmenter la variété un petit peu de nos matériaux. Et si je peux ajouter un détail à ce que tu viens d'expliquer, et l'exposition au pavillon de l'Arsenal le montre bien, dans les parties courbes de notre mur porteur de la salle de conférence, tu as réalisé des BTC trapézoïdales pour que la courbe se fasse aisément. Donc, il y a une flexibilité dans la production qui est extrêmement utile, et qui aide à l'architecture, qui ne s'oppose pas du tout à l'architecture, qui l'aide. Et je t'en remercie, ça nous a fait ces très jolis courbes. Merci, effectivement. Tu peux peut-être parler de ça aussi, puisque... Comme je le disais, l'ARIA a dû pousser les lignes. Il a fallu se battre effectivement contre sa démolition. Il a aussi fallu se battre pour utiliser la terre crue, parce qu'il faut arriver à passer, on va dire, le bureau de contrôle et l'assureur. Et pour les passer, il faut les accompagner à démontrer que le matériau fonctionne. Même s'il a toujours fonctionné historiquement, aujourd'hui, on doit presque redémontrer des choses assez simples comme le fait que le matériau ne brûle pas, comme le fait qu'il tient bien au niveau thermique. Et donc, des essais ont été menés, notamment le plus emblématique chez Effectis, a été cet essai-feu pour obtenir un coup-feu.
d'1 heure, hein, qui s'est traduit par une tenue de 2 heures sans aucun problème, puis après l'essai a été arrêté. Voilà, moi ce que je dis souvent en rigolant, dans le pire des cas, la brique de terre crue, elle cuit, et c'est vrai que c'est le cas. On offre on va dire une tenue dans le temps importante jusqu'à ébullition de l'eau, et après que l'eau ait été enlevée, là on remonte en température pour la cuisson. Donc d'une certaine manière, voilà, on a démontré que ça fonctionnait dans le cas de charge de l'auditorium. Donc, en fait, voilà, vous vous retrouvez ici avec cette image, l'image de la ferme ancienne. Vous retrouvez la brique de terre cuite en partie basse, la terre crue au-dessus et le bois. Donc, on a retrouvé tous ces éléments-là. Les dimensions ont été évoquées, les nombres des BTC aussi. Donc, Étienne en a produit 33 000 pour l'ARIA. Je sais que le collège va dépasser les 50 000 ou plus encore. Enfin, aujourd'hui, il y a une production réelle de ces produits nécessairement sains et nécessairement utiles et nécessaires absolument à l'évolution de notre manière de construire et de la réduction de l'impact du travail des bâtisseurs sur le dérèglement climatique. Donc voilà, alors, dans la réglementation française actuelle, on dit que ce mur est le premier mur BTC structurel porteur d'un plancher accessible au public dans un bâtiment public, sachant que dans les années 80, à Mayotte, il y a eu des réalisations de murs de BTC porteurs, mais voilà, c'était autre temps, autre réglementation. Et en tout cas, voilà, ici, il était important de faire avancer l'histoire. Chaque fois, on fait un pas, en fait. Hein. On ne fait jamais 2 fois les mêmes choses, histoire de faire avancer un peu la machine. Et donc, voilà, ce mur l'a apporté. Étienne parlait tout à l'heure des difficultés que l'on a eues avec le CSTB. Vous voyez que ce mur qui est en train d'être construit, il est construit à l'abri. Et il est construit à l'abri parce que le CSTB a mis tellement de temps pour donner l'autorisation que le maçon a travaillé à couvert. Ouais, c'était absolument parfait pour lui. Il a fait un montage dans des conditions climatiques absolument idéales. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce mur, bien sûr, avec les briques trapézoïdales dont je parlais tout à l'heure, et ces éléments de briques qui ressortent pour gérer l'acoustique. Déjà, la masse de la BTC nous aide du point de vue acoustique, mais le fait de jouer sur cette modénature du mur ne faisait qu'améliorer la qualité acoustique, et vous verrez tout à l'heure la réaction d'une chanteuse récente qui est passée par là. Donc voilà, le jour de l'inauguration, un conteur est venu utiliser cette salle. Aujourd'hui, elle sert de conférence, mais elle sert aussi de salle de répétition pour les musiciens. Avant d'entrer sur scène, ils se chauffent la voix et peut-être les instruments aussi dans cette salle. Donc vous voyez la présence, vous vous souvenez, c'est dans le hall qu'il y a ces deux ouvertures. Il y a eu le test au feu, le test à la lance du pompier et le test de la belle-mère. Pour ceux qui ne savent pas, le test de la belle-mère, c'est tester comment ça c'est le monde du bâtiment qui est un peu macho, mais il faut s'assurer que les garde-corps ne s'effondrent pas, et donc on jette contre le garde-corps un sac de 100 kg, et il faut que le garde-corps tienne. Ici, ça n'a pas bougé d'un iota, donc voilà, tout va très bien, puisque en haut, vous le verrez, vous le voyez là, il y a bien un garde-corps pour tenir un espace de lecture au-dessus de la salle de conférence qui est en dessous. Donc voilà, ce garde-corps tient et tient bien. Voilà à nouveau l'espace de la galerie accompagné par la BTC. Voilà, ici, on était plutôt en période de chantier et de montage. La salle de spectacle est une salle qui est réalisée avec une structure principale en béton. Mais ça, c'est lié au fait que l'on pensait que le site était inondable et que, du coup, on avait une dalle en béton qui était là. On a poursuivi finalement la structure béton. Tout le reste est bien sûr en bois et en BTC, avec un travail sur l'acoustique qui en fait un lieu de très belle acoustique. On a travaillé avec un cabinet genevois qui s'appelle AAB. Pour la structure, on était avec Jean-Marc Veil, CE. Et donc, voilà, vous voyez la BTC qui apparaît ici et qui apparaît là. Et récemment, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, oui, la chanteuse Émilie Loiseau,
je suis en train de terminer la surélévation de sa maison à Montreuil et son atelier de musique à Montreuil. Et elle ne savait pas, en venant chanter à l'ARIA la semaine dernière, que c'était moi qui l'avais conçu avec toute mon équipe. Et en fait, elle m'a envoyé ça. Et regardez bien, ce qu'elle photographie, c'est l'importance et la valeur de la Terre et dans l'espace et pour l'acoustique. Et pour son spectacle, elle a même choisi de mettre en évidence ce travail d'acoustique qui avait été, enfin qui est toujours là et qui aide à cette qualité-là. Donc voilà, c'est donc sensible, y compris pour des artistes qui ne savaient pas que c'était fait par des gens comme nous qui sommes attachés à tout ça. Ça se ressent et on le sait, quoi. Quand on est dans un espace où le bois ou la terre sont là, il y a une qualité réelle. Donc voilà, juste pour finir le tour du bâtiment, c'est un bâtiment dont la toiture est accessible au public. C'est une toiture qui est en fait un travail sur le paysage. De la toiture, on voit la totalité de la commune. Les gamins n'étant pas bêtes, il n'y a pas besoin de mettre de garde-corps, ils s'arrêtent juste quand ils ont peur. Mais en tout cas, tout cet espace-là reste un espace de jeu et parfois un espace poétique, comme voilà, dans ces petits matins brumeux. Et bien sûr, le travail qui a été fait à Cornebarieux, de la même manière que ça a aidé Étienne à avancer, ça nous a aussi aidé à avancer dans notre ambition de continuer à travailler avec ces méthodes. Donc, je vais juste vous montrer très rapidement 3 projets où on a aussi travaillé avec Étienne et où on travaille avec Étienne. Alors ça, c'est un concours perdu et je suis très triste. C'était un concours où on devait utiliser de la terre à Grenoble et on avait fait un très beau travail sur l'utilisation de la terre crue pour ce qu'elle a de passionnant quand on fait du logement. C'est-à-dire, c'est à la fois en accompagnement des usages, comme ici sur les coursives, pour fabriquer des rangements, mais aussi à l'intérieur des logements, pour venir apporter l'inertie nécessaire, donc que ce soit ces maisons ici ou ici dans les logements collectifs. La BTC qu'on installait là apportait toutes ces qualités voilà, thermiques, acoustiques, si utiles. Hop. Ah, ça c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Il nous avait fait ce coup-là tout à l'heure. Voilà, oui. Ça marche. Voilà. Et donc, vous voyez la BTC. Moi, j'ai un rêve qui est d'utiliser les blocs de 400 par 400 par 1200 qu'Étienne s'est réalisé. Donc, on l'utilisait dans des espaces comme ça, des espaces un peu plus publics dans cet espace de type tiers-lieu. Et ça fabriquait évidemment des espaces traversants. La BTC est là, la BTC est aussi ici. Et les WC et les salles de bain ont la lumière du jour, évidemment, et sont entiers naturellement, mais ça, c'est une autre histoire, mais c'est la même histoire, on va dire. C'est le rapport à la matière. La matière, c'est l'air, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la terre, c'est le bois, tout ça nous est offert. On vient de remporter avec une magnifique équipe dirigée par ICO, qui est un promoteur nantais très engagé dans l'habitat coopératif. On vient de remporter, et aussi avec Étienne, la réalisation d'un quartier très engagé, avec un vrai travail sur la qualité environnementale. Et nos maisons jumelles, ces petits collectifs de maisons, comme je les appelle, sont réalisés en bois et en BTC, avec le choix de mettre la BTC à l'intérieur pour les qualités thermiques et d'inertie dont on a besoin, dont on aura encore plus besoin. Et le dernier projet, qui est un grand projet en cours, qui est un chai et un cuvier dans le Bordelais, qui est le château Cantenac-Braun. Alors, la périphérie, ça n'est pas de la BTC, c'est un magnifique mur de pisé qui va être réalisé là par l'entreprise Murari de Toulouse aussi. Et donc, tout est ici en bois et en terre et aussi un peu de structure acier. Pas de ciment Portland. Et à l'intérieur de ce chai, toute la périphérie du chai, ici, qui est à la fois
l'intérieur du mur en pisé et aussi l'intérieur de murs existants, puisqu'on fait de la réhabilitation, hein, on ne vient pas mettre un objet solitaire au milieu des vignes. Tout ça est bardé en BTC. Pour l'inertie dont on a besoin, c'est un chai, c'est 15 degrés constant, donc on est en puits canadien, enfin puits climatique, comme on dit maintenant. Puits climatique, et donc voilà. Donc c'est soit le pisé, soit le parpaing qui existait auparavant, une isolation en liège et un parement intérieur en BTC. Donc voilà la présentation que l'on voulait vous faire, et avant de commencer à échanger avec vous sur le fait que ce seront toujours des histoires humaines aussi, hein, et que les rencontres permettent d'avancer davantage. Donc j'arrête le partage, comme ça on va se voir. Merci beaucoup Philippe et Étienne pour cette présentation. Effectivement, n'hésitez pas à allumer vos caméras hein, si vous souhaitez qu'on ait un petit peu plus de pouvoir échanger et identifier les personnes. Il y a déjà eu beaucoup de questions qui ont été traitées. Hein. Je remercie vraiment Étienne pour le suivi du chat qu'il a effectué. Peut-être donc pour retranscrire certains points qui, on l'a vu sur les précédents webinaires, fait l'objet de beaucoup de questions. C'est concernant donc la formulation des briques. Alors sur les précédents webinaires, c'était sur la formulation soit des pisés, soit des murs en béton de terre. Donc là, peut-être Étienne, tu peux reprendre un petit peu plus les points que tu as déjà évoqués. C'est voilà, quels adjuvants, quelle stabilisation et surtout quelle perspective d'avenir. Bien sûr. En fait, la réponse à la stabilisation, historiquement, quand on regarde les fabrications de BTC, elles ont toujours été stabilisées. On retrouve ça dans les manuels de cratères, c'est souvent stabilisé au ciment. Et c'est vrai que quand Philippe est venu me voir avec ce projet et qu'il m'a demandé de stabiliser au ciment, on va dire au travers de ses équipes, voilà, moi j'ai demandé à ce qu'on bascule avec de la chaux plutôt que le ciment parce que ça fonctionne beaucoup mieux avec la terre et on va dire l'impact sur la durée de vie est meilleur et sa recyclabilité aussi. Ce choix aujourd'hui peut et est souvent remis en question, c'est-à-dire que l'expérience a montré que les résistances mécaniques sont bonnes, que ce soit stabilisé ou non stabilisé. Ça dépend du type de terre, le choix de liant, bien évidemment. Donc, par rapport à tout ça, il n'y a pas de vérité sur stabilisé, pas stabilisé. Le seul fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un bâtiment de manière complètement anecdotique dans un coin et le faire comme on veut, c'est-à-dire ne pas le stabiliser. Aujourd'hui, faire des projets plus ambitieux, et à l'époque de l'ARIA, de passer non stabilisé avec la problématique des briques, on va dire, utilisées en extérieur, ça posait un problème. De ne pas les stabiliser pour la structure porteuse, ça ne rassurait pas le bureau de contrôle et le CSTB n'aurait pas signé. Donc, on va dire, c'est plus une question de maturation aujourd'hui. Souvent, il y a deux écoles. Il y a ceux qui condamnent la stabilisation en traitant ça de polluant et ceux qui l'acceptent. Je pense que c'est juste en fait une transition, on parle de transition énergétique, la terre crue a une transition d'un état un peu moins vertueux vers un état plus vertueux, et ça va passer par des projets militants comme l'ARIA qui, même s'il a été stabilisé, aura ouvert une voie importante et un renouveau du matériau, et c'est vrai que petit à petit, les acteurs acceptent d'avancer. On a réussi à démontrer, aujourd'hui, on est capable d'avoir des performances des fois supérieures avec du non stabilisé qu'avec du stabilisé. Voilà, c'est toutes les questions de quelles sont les caractéristiques recherchées. Donc là, sur tous les projets qu'on fait, y compris Cantenac, y compris à Angers pour les bretonnières, ce sont des projets où nous pourrons ne pas se passer de stabilisation et faire de la BTC non stabilisée. Donc en fait, la question n'est pas finalement ne pas polluer, c'est pourquoi on l'utilise et à quel endroit on utilise le matériau. Donc la réponse finalement, nous on répond à une demande, cette demande si elle est correctement orientée, aucun souci pour ne pas stabiliser. Oui, je pense que vous l'avez bien dit Étienne, il y a la question de la caractéristique des terres, donc vous, pour votre site de production, vous avez un gisement, mais dans le cas d'une production sur site, vous devez forcément passer par une étape de caractérisation des terres pour voir s'il y a besoin ou pas
d'une stabilisation. Absolument. Il y a toute une partie d'identification de ressources. Donc souvent, voilà, Amaco le fait, Ecosymut le fait, Cratère le fait, de faire on va dire une analyse on va dire de faisabilité amont de projet pour dire la terre est utilisable. Dans le cadre de notre activité, on fait des analyses de formulation, enfin d'identification de ressources, là-dessus de formulation, afin de permettre de fabriquer un matériau qui réponde au cahier des charges du site. Après, il y a toujours deux approches, et c'est aussi ça qui est important, c'est on a un projet, on veut mettre de la terre dedans, et donc la brique doit répondre à certaines caractéristiques, ou alors on a l'opposé, c'est on a une terre sur le site, on veut utiliser cette terre, elle va nous donner des caractéristiques qu'on peut modifier un petit peu en changeant la formulation, c'est-à-dire en venant l'amender avec du sable, du gravier, ou en la broyant, ou en y mettant un liant. Mais si on veut rester le plus vertueux, quelque part, c'est la terre qui va nous dicter ses performances et pas l'inverse. Donc, c'est des fois faisable dans ce sens-là. La plupart du temps, c'est dans l'autre cas que c'est fait. Donc, voilà, d'une certaine manière, on doit répondre. Mais aujourd'hui, avec les résistances mécaniques qu'on obtient, on pourrait largement faire du 5 étages en porteur sans mettre à mal la structure. Après, ce n'est pas encore validable aujourd'hui, mais voilà. Parce qu'il y a d'autres questions qui sont posées par rapport à l'impact de la stabilisation. C'est à la fois sur l'analyse de cycle de vie. Donc, est-ce qu'à ce sujet, vous disposez d'une FDES individuelle ou est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Et puis ensuite, sur la fin de vie, ça a été évoqué aussi sur les précédents webinaires, c'est comment valoriser ou réutiliser en fin de vie des briques dans lesquelles il y a eu de la stabilisation. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a fait un travail de FDES, on va dire, collective, on va dire, sur les dernières années. On a été aussi lauréat d'un appel à projet qui est financé par l'ADEME avec AHQE, qui a permis de faire un travail collectif avec Cycleterre, où aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des fiches configurables, deux fiches FDES configurables, et on vient d'être refinancé pour nous permettre d'aller jusqu'à un configurateur qui sera en ligne. Donc chaque maître d'ouvrage pourra, en amont de son projet, faire un bilan environnemental, on va dire, qui ne sera pas 100% précis, mais qui permettra, on va dire, d'être assez fin pour dire si c'est pertinent d'utiliser et sous quelle technique. Aujourd'hui, le bilan carbone, il est encore entaché, on va dire, par la stabilisation à hauteur de pas loin de 40%. On est déjà plus bas que les autres matériaux conventionnels, c'est une évidence. Il y a de la marge de progression, et cette marge de progression, elle se fera avec, on va dire, quelque part, le militantisme d'un côté qui va continuer à faire bouger les codes, et aussi le fait d'avoir des éléments concrets, techniques et scientifiques à apporter. Et à un moment donné, avec des essais, petit à petit, on ouvre des portes, et le CSTB a plein de portes, et dès qu'on les aura toutes ouvertes, on pourra construire de manière conventionnelle avec le matériau. Après, j'ai vu une question qui remontait à plusieurs reprises, utiliser latex sur chantier. Latex ne couvre pas le chantier. Le CSTB, c'est bien gardé d'ouvrir toutes les portes, bien évidemment. Il y a des craintes, donc d'une certaine manière, notre latex n'est pas valable. Il est valable que sur nos sites de production actuels. Pour autant, latex, il ne faut pas le voir comme, on va dire comme une porte à une seule entrée, c'est plutôt une validation générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive avec un latex sur un chantier, il y a un bureau de contrôle. Ce bureau de contrôle va regarder latex. Latex lève globalement 80 à 90% des freins d'usage courant du matériau. Le reste, c'est une adaptation. Sachant que les protocoles qu'on a validés en production sur site peuvent être valables en production sur chantier. Donc, ce n'est pas forcément un frein. Latex, on va dire, je suis persuadé que tous les projets qui vont arriver, notre latex ne répondra pas à 100% des problématiques. Il y aura un peu d'interprétation et un petit peu de prise de position du bureau de contrôle ou de l'assureur. Du point de vue du bureau de contrôle, nous, sur Cantenac-Braun, par exemple, on a pris la position de faire passer un oral au bureau de contrôle. C'est-à-dire qu'en général, c'est le maître d'ouvrage qui le choisit. Et là, on a proposé au maître d'ouvrage de choisir des bureaux de contrôle qui nous semblaient être à même de s'engager dans la conception spécifique du projet de Cantenac. Et donc, on leur a donné le projet, on leur a demandé de réagir sur le projet. On les a auditionnés. Et donc, on a retenu celui qui nous semblait être finalement celui qui peut devenir un partenaire de la conception.
Alors, il y avait justement une question sur le rôle du bureau de contrôle dans le projet de l'ARIA. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle phase il a été sélectionné et puis quelle a été son implication et son apport dans le déroulement du projet? Il a été sélectionné en phase DCE. D'accord, oui, donc plutôt tardivement alors. Oui et non, puisque c'est le moment où on fiche tout, quoi, et où on n'a pas encore engagé la relation avec les entreprises. S'il avait été, et on ne peut pas les interroger dans une phase précédente. Il faut être vraiment très précis sur les ambitions et ce que l'on veut pour pouvoir l'engager lui et lui donner la possibilité de nous fournir une réponse précise, quoi. Si on disait oui, mais ça on ne sait pas encore, à quoi ça sert? Et donc là, à partir de là, il entre dans une histoire, il la valide, il ne la valide pas, il a fait des propositions, et donc voilà, c'est... moi, je pense vraiment... Bon, et après, ces bureaux de contrôle deviennent aussi des amis, hein. Absolument. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des vrais partenaires et on a plutôt envie de continuer à travailler avec eux. C'est ce que j'essayais de traduire tout à l'heure de manière peut-être maladroite, c'est que finalement, c'est un parcours d'apprentissage collectif. Ouais. Donc, on fait des erreurs en avançant et ces erreurs, on ne les répète pas sur les opérations suivantes. Et finalement, il y a aussi une confiance qui s'instaure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec BTP Consultant, avec Alpe Control, Terrel. Ce sont des gens qui savent ce qu'on fait et qui sont capables de s'engager plus. Et d'autres viennent rejoindre le groupe. Et c'est vrai que c'est une question de temps, en fait. C'est en ça que je parlais de transition tout à l'heure. Plusieurs questions de Raphaël Ratier pour Philippe. Quelle était la spécificité d'employer des briques de terre comprimées? Est-ce que vous avez dû modifier, adapter certaines de vos pratiques ou modes de conception? Et est-ce que vous avez dû aller voir des acteurs différents par rapport à un projet conventionnel? Alors, Philippe, on va vraiment dire que vous faites beaucoup de projets conventionnels, mais voilà, par rapport à ces questions, est-ce que Oui, bon, non, une fois qu'on a fait un choix, on engage ce choix dans le projet, hein, et ce choix nous aide à faire le projet. Moi, je n'aime pas la notion de contrainte et la BTC est devenue une donnée. Vous voyez la différence qu'il y a entre la contrainte et la donnée, quoi. C'est à partir du moment où la BTC allait nous accompagner pour toutes les meilleures raisons de la Terre, quoi, historiques, culturelles et économiques et de proximité. Elle est devenue aussi une amie. Et donc, on a travaillé avec elle et j'en suis ravi. Vous voyez, je continue à le faire par ailleurs. Et je vous ai dit, quand je vois apparaître la BTC de 400 par 400 par 1200 d'Étienne, ça me donne des ailes, quoi. J'en ai envie, vous voyez. Donc voilà, non, et puis oui, on va vers les gens qui nous semblent être pertinents pour ça. Enfin, si j'ai demandé à Étienne d'être là aujourd'hui avec nous, c'est bien parce que l'ARIA est l'ARIA grâce à lui aussi, et vraiment grâce à lui. Donc oui, on va vers ceux qui nous semblent être porteurs de la meilleure expertise par rapport à nos choix. Merci. D'autres questions concernant un petit peu la protection donc, des briques de terre comprimées. On a vu qu'elles sont utilisées, sont apparentes en façade extérieure. Comment elles sont protégées donc, des agressions extérieures et également à l'intérieur. Donc, vous l'avez bien illustré, elles sont aussi apparentes. Est-ce qu'il y a un traitement ou une manière particulière de les protéger? Est-ce qu'il y a un besoin d'ailleurs à ce niveau-là? Il n'y a pas eu de traitement supplémentaire. Et puis, j'ai eu un coup de téléphone de la directrice de l'ARIA il y a un mois pour me dire qu'ils avaient fait face au premier graffiti d'histoire du bâtiment en 2017. Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi, mais les gens respectent ce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai que ce petit graffiti s'est soldé juste par un petit coup de papier de verre de 120 dessus et ça a disparu. Voilà. Donc, c'est vrai que le bâtiment a un petit peu été endommagé sur une partie par du vandalisme. Mais bizarrement, ils ont laissé la terre crue tranquille. Voilà. Donc après, la protection interne, souvent, on nous oppose la friabilité, on nous oppose l'abrasion de passage, etc.
c'est vrai que les gens spontanément ne vont pas spécialement se frotter, puis surtout, on en oublie qu'on utilise d'autres types de matériaux qui sont des fois tout aussi fragiles, voire plus, hein, notamment les placoplâtres. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des freins, on va dire, intellectuels à la terre crue. Mais dans les faits, voilà, il y a des règles bêtes. Éviter les angles vifs, oui, mais pour le reste, sur un mur droit, la sollicitation, pourquoi on solliciterait plus une terre crue qu'un placo, qu'une peinture, même un lambris bois, un lambris, ça reste fragile. Si on appuie dessus, on peut le poinçonner, on peut le rayer. Voilà. Puis, il y a l'enjeu acoustique aussi. Hein. Oui, il y a des questions. Un des premiers films qui a été fait sur le travail d'Étienne, il y avait un moment très émouvant, ça durait à peine 3 secondes. On voyait la BTC qui sortait de sa machine, et on voyait sa main qui passait dessus pour enlever ce qui pouvait rester sur la surface plutôt lisse, hein, et même voire bien lisse de la BTC. Mais ce caractère lisse-là, les pores existent. Et en fait, ces pores-là nous intéressent pour l'acoustique. Donc, pas question de venir les remplir avec un élément de protection supplémentaire. Alors, peut-être juste, je reviens sur la question de la brique sur la façade extérieure. On a vu sur les précédents webinaires qu'il y avait certains cas de figure où la terre n'était pas utilisée, notamment sur des façades qui pouvaient être exposées à des pluies battantes extrêmement fortes. Donc là, dans ce cas de figure, est-ce qu'il y a eu des contraintes de ce type? Et il y a une question qui demande, est-ce qu'éventuellement un enduit chaud peut s'avérer nécessaire? Je pense qu'il y a un endroit dans le bâtiment où on a un petit désordre, mais qui est juste un angle que j'ai sans doute pas si bien conçu que ça, et qui laisse passer un peu d'eau. Mais pour le reste, le fait qu'on ait toujours mis la BTC en retrait par rapport à cette structure, hein, c'est une structure qui fait 35 à mon avis, dans mes souvenirs, protège la BTC. Pour le reste, je pense qu'Antoine peut répondre sur les enduits ou d'autres nécessités. Enfin, le constat, c'est que on va dire l'usage de la terre crue, qui est, on va dire, entre guillemets, non conventionnel par rapport à ce que pouvait en attendre le CSTB ou les craintes qu'avait le bureau de contrôle ou l'assureur, ont démontré que on va dire, la pathologie sur l'ARIA est extrêmement faible. Il y a eu quelques petits points de vigilance au démarrage et des petits correctifs qui ont été apportés, notamment sur des couvertines qui n'avaient pas les bonnes pentes ou des jointures qui n'étaient pas exceptionnellement bien réalisées. Une fois ça réglé, le seul endroit où ça se dégrade un petit peu, comme disait Philippe, c'est un petit angle. La brique a été attaquée. Voilà, ça se répare, ça se remplace. On avait évoqué la possibilité, surtout dans la justification, de se dire, dans le pire des cas, on peut changer des briques en tiroir, en remplacer. On peut aussi un jour amener un enduit si vraiment ça ne fonctionne pas. Et en fait, preuve en est, ça marche. Oui, merci. Il y avait une question, Philippe, sur l'économie du projet. On voit qu'au-delà de l'emploi de la terre, c'est un projet qui est quand même extrêmement ambitieux sur tout un tas d'aspects. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des ratios, enfin, soit du coût du projet, soit des coûts au mètre carré? Et est-ce que derrière, le maître d'ouvrage a aussi pu obtenir des aides et des subventions, ce qui était le cas sur les projets qui ont été présentés précédemment sur les autres webinaires, ou le fait d'avoir recours à des techniques innovantes ou d'aller vers des projets très performants? On n'en a pas trop parlé, mais je crois que ce projet visait le niveau passif. Voilà. Sur cet aspect-là, comment vous pouvez… Le projet vise le niveau passif sur la médiathèque. Sur la médiathèque. Oui, sur la médiathèque. Du point de vue de l'économie, je dois vous dire, je ne me souviens pas, j'aurais dû regarder avant, mais je ne me souviens pas des budgets de l'ensemble des projets que l'atelier mène. Oui, tout à fait. Mais je peux répondre à l'économie d'une autre façon, qui est chaque projet, en tout cas pour nous, essaie de faire avancer une partie du débat sur l'éco-construction. Donc celui-ci, très clairement, la ventilation naturelle, on sait faire, le bois, on sait faire. Ce qu'on ne savait pas faire, nous, c'était l'utilisation de la BTC pour un mur porteur. Donc, tout l'attachement finalement que l'on a eu, c'est de maintenir cette possibilité-là et du coup de maintenir la BTC dans le projet.
Et j'ai fait un choix économique qui permettait ça. Et par exemple, j'ai de l'isolant en laine de roche, qui est le choix que j'ai dû faire pour que l'économie nécessaire au maintien de la BTC soit possible. Donc, je vous le dis très simplement parce que je pense que tous nos choix, évidemment, vont dans le sens de l'éco-responsabilité et que l'on ne fait pas des choix qui, d'un seul coup, nous feraient basculer de l'autre côté. Ça n'est pas nous. Mais voilà, sur ça, et je vous le dis parce que ça a été difficile pour moi d'accepter ça. Voilà. Mais je l'ai accepté. Et est-ce que dans le cas de l'emploi de la laine de roche par rapport à la perspirance de la paroi, il y a eu une étude particulière de fait à ce niveau-là? Non, pas autant que je m'en souvienne. D'accord. Et il y a une question donc, qui se pose sur, peut-être à la fois pour Étienne et pour Philippe, sur l'isolation qui serait la mieux adaptée à une paroi en briques de terre comprimée. Est-ce que c'est plutôt une ITI, plutôt une ITE? J'imagine que ça dépend aussi évidemment du bâtiment. Vous voyez, l'expérience de Cantenac sur ça est très claire. On avait prévu une laine de bois entre le parpaing existant et la BTC intérieure, avec une vraie question sur par où passait la vapeur et comment ça se faisait, surtout avec un parpaing. Ce n'est pas le plus simple. Et donc, on a fini par choisir le liège, qui lui est sans souci. Donc, je pense qu'on a 20 plus 10 épaisseurs, enfin, on a 30 cm de liège. Et ce n'est pas du bouchon, hein. On ne joue pas. C'est vraiment ces grandes plaques de liège. Après, moi, ce qu'on voit régulièrement, c'est que nous, on prône plutôt une ITE sur nos structures terre crue parce que la terre elle est beaucoup plus pertinente au contact de l'usager par rapport à toutes les propriétés que je vous exposais un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, de dire qu'il y a une nécessité d'isolation, c'est une vraie question parce que c'est souvent la RT de 2012, c'est uniquement axé sur la performance thermique d'un bâtiment, mais ne regarde pas les autres paramètres. Et aujourd'hui, c'est comme quand on regarde la santé financière d'une société, si on regarde uniquement son chiffre d'affaires, on n'a aucune information. Donc le bâtiment ne doit pas échapper à la règle, il va falloir faire évoluer un petit peu cette notion de qualité de bâtiment. Ça passe par la qualité de l'air, ça passe par la qualité hydrique, par la qualité acoustique, l'inertie et le thermique. Donc c'est plutôt 5 à 6 critères et pas un seul. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, il y a certainement des projets où l'isolation ne servira absolument à rien, de par l'épaisseur du mur, par rapport au transfert hydrique, et c'est peut-être aussi d'accepter de regarder la performance d'un bâtiment sur son année complète, et pas uniquement sur sa capacité hivernale, parce qu'il vaut peut-être mieux consommer 5% de plus l'hiver et avoir une absence totale de consommation l'été que le schéma dans lequel on est aujourd'hui, avec des bâtiments qui consomment l'hiver moins qu'avant, bien évidemment, et tant mieux, mais qui consomment l'été par des climatisations. Donc finalement, c'est presque de la politique de l'urbanisme et du bâtiment qu'il faut revoir, hein. Et donc, la terre crue peut peut-être très bien se passer, comme le montre le patrimoine existant, d'isolation, tout bonnement, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Merci Étienne. À ce sujet, Philippe, est-ce qu'il y a un système de rafraîchissement qui a été prévu ou installé sur le bâtiment? Alors, dans la partie salle de spectacle, oui, il y a un rafraîchissement. En fait, on avait une difficulté, parce il faut se souvenir que le site était considéré comme inondable. Et du coup, les exemples anglais qui m'intéressent beaucoup de ventilation naturelle en ayant récupéré l'air par en dessous, ça ne marchait pas là. Et donc voilà, on a un rafraîchissement juste pour la salle de spectacle. Pour le reste, tout est en ventilation naturelle. Peut-être une dernière question, parce qu'il est midi passé, concernant l'usage. C'est vrai que le bâtiment est livré maintenant donc, depuis 4 ans. Est-ce que vous avez un retour de la part des usagers et comment ce bâtiment est approprié? Oui, j'ai un retour de la part des usagers. Bon, je reviens régulièrement à l'ARIA et
et chaque fois, c'est un accueil heureux. Enfin, c'est réciproque. Moi, de les retrouver, ces acteurs qui ont été avec nous, c'est toujours très joyeux. Mais la médiathèque est devenue un espace de vie. Les gens ne viennent pas que pour les livres ou les autres médias. Ils y viennent parce que c'est un espace qui est agréable à vivre et qu'ils y passent du temps. Et en ce qui concerne la salle de spectacle, le travail qui a été fait a créé une acoustique tellement bonne qu'il y a, que les gens que c'est devenu une salle très, très utilisée dans le Grand Toulouse, si on peut dire Grand Toulouse, et que certains musiciens viennent faire leurs enregistrements de disques dans cette salle. Cette salle avec le fond qui s'ouvre et la lumière permet des usages citoyens de façon très récurrente. Donc, ça marche aussi parce que la discussion avec les usagers et les élus au début a été nourrie, quoi. Et qu'on est arrivé à quelque chose qui correspondait à ce dont ils avaient besoin. Et les nouveaux usagers le reconnaissent comme étant comme ça. Et voilà, ça fonctionne. Non, c'est un bâtiment que j'aime beaucoup, pour toutes ces raisons. Merci, mais je crois que c'est un très beau témoignage pour clore ce webinaire. Il reste des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je pense qu'on pourrait vous écouter et discuter pendant des heures. Donc, on essaiera, comme sur les précédents, de centraliser les questions et de pouvoir y apporter des réponses par la suite. En tout cas, encore un grand merci, donc Étienne et Philippe, pour ce partage. Merci. Merci à vous tous. Louise, est-ce que tu souhaites dire un mot en lien avec le TerraFibre Award? Est-ce qu'on peut donc retrouver l'exposition ce week-end? Ensuite, elle sera en itinérance. Le dernier week-end de l'exposition au pavillon de l'Arsenal. Ensuite, elle sera démontée, elle revient aux grands ateliers et ensuite, elle commencera son itinérance au courant de l'année. Et puis, au-delà de l'exposition, les 40 finalistes du TerraFibre Award ont aussi fait l'objet d'un beau livre écrit par Dominique Gauzin-Muller et Aurélie Vissac d'Amaco. Donc, vous pouvez retrouver aussi l'ARIA et puis l'École des Collines qui a fait l'objet du deuxième webinaire dans ce livre. Sinon, merci beaucoup pour cette présentation riche entre maîtrise d'œuvre et puis fabricant BTC, c'était très intéressant. Voilà. Donc, nous essaierons de mettre en ligne le plus rapidement possible les 3 webinaires. Donc, nous enverrons un lien, bien sûr, à l'ensemble des participants du cycle. Et donc, nous vous remercions aussi pour tous les échanges et toutes les questions qui ont été posées et dans le fil de discussion. Voilà, donc il est l'heure de se quitter. Encore merci, Philippe et Étienne. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup et avec plaisir. Et bravo pour le Fibre Terra. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.